Alors, on a déjà abordé dans le premier épisode avec Valérie Giroud une des analogies contestées quand on parle de la condition des animaux non humains, celle avec l'esclavage. Et il y a une autre comparaison qui est, il me semble, encore plus controversée et qui est pourtant tout aussi mobilisée. Il s'agit de la comparaison entre la Shoah et l'abattage de millions d'animaux chaque jour, ou similairement la comparaison entre les abattoirs et les camps de concentration. Donc puisqu'on parlait de radicalité, plutôt, cette comparaison-là paraît radicale ou extrême et pourtant dans votre ouvrage, vous rappelez, certains éléments historiques qui expliquent qu'elle n'est pas complètement infondée, en fait. Alors, c'est effectivement un sujet très délicat qu'il importe d'aborder avec toute la sagesse qui sied à une analyse posée et respectueuse aussi des sensibilités des uns et des autres. D'abord, bon, on parle de la Shoah en général, c'est un terme qui parfois est critiqué parce que le terme Shoah renvoie en hébreu à catastrophe naturelle. Il y a 13 occurrences dans la Torah de, du mot Shoah pour décrire des catastrophes naturelles. Donc bon, on peut parler de la destruction systématique du peuple juif et plus précisément en Europe. Mais je pense qu'au préalable, il est important de rappeler que si on peut s'intéresser à ce parallèle, comme tous les parallèles, avoir en tête évidemment que comparaison n'est pas raison, mais peut mener à la réflexion. Et si on établit des parallèles, c'est bien justement pour réfléchir, pour susciter la réflexion. Et en préalable, il faut rappeler des objectifs fondamentalement différents. Dans un cas, il est question d'éliminer un peuple, le peuple juif, quoi qu'on entende exactement par la notion de peuple, plus ou moins construit ou pas, c'est un autre débat. Dans l'autre cas, il s'agit d'asservir des espèces, de contrôler leur population, mais pas du tout de les exterminer, puisqu'il s'agit de tuer et de faire naître des cochons, des vaches, des poules, etc. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit que les objectifs sont très différents, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a cette même idée de déshumaniser les personnes qu'on va tuer. Lorsqu'on s'intéresse à l'histoire du racisme et par exemple au racisme, donc à l'antisémitisme dans la Seconde Guerre mondiale, mais aussi au racisme contre les Roms et les Tziganes, racisme contre les Slaves, différentes formes de racisme, on voit justement que les Juifs étaient comparés à des rats. Il y a des vidéos de propagande sous l'égide de Goebbels qui présentent des Juifs vivant dans un ghetto et la voix off dit voilà, ce sont des rats qui grouillent partout, etc. Même chose, les Asiatiques étaient représentés souvent par de la vermine ou par des fourmis, les Africains sous la forme de singes. Donc on voit que tout de suite, dans les racines mêmes et l'expression du racisme, on trouve cette volonté de déshumaniser et donc de placer l'humain comme étant supérieur à toutes ses victimes, animaux ou bien humains déclassés, on pourrait dire. Donc ça, on voit déjà là un premier parallèle, et on peut estimer que dans les deux cas, il s'agit de l'expression d'une forme de suprémacisme humain, puisque les juifs n'ont plus le statut d'humain, ne sont pas ariens, puisque seuls les véritables humains sont les ariens pour les nazis. Ensuite, toujours dans cette généalogie du nazisme et de la volonté donc d'extermination systématique du peuple juif, on a aux États-Unis, en 1906, la troisième réunion de l'American Breeders Association, donc l'association des éleveurs américains, qui se réunit et qui décide de créer un 16e comité. Ils avaient 15 comités pour, par exemple, améliorer les races bovines, améliorer les races porcines, améliorer les nouvelles formes qu'ils avaient obtenues par croisement de poulets, de chèvres, etc. Ils avaient 15 comités de ce type. Et là, il leur vient l'idée d'ajouter une 16e commission, qu'ils appellent donc comité, sur l'amélioration de la race humaine. Et ça, c'est la définition même de l'eugénisme. L'eugénisme, pour rappel, c'est cette idée, cette idéologie qui consiste à améliorer la race humaine. Alors il y a deux types d'eugénisme, je vais être très bref. Il y a l'eugénisme positif qui consiste à privilégier la reproduction des humains dont on pense qu'ils ont des traits génétiques favorables,
C'est ce qu'on trouve par exemple aux États-Unis avec la banque de sperme de prix Nobel. Là, on se dit ces gens-là ont obtenu le prix Nobel, ces hommes-là, et donc on va leur demander leur sperme pour créer plusieurs bébés et comme ça améliorer le peuple américain. Donc ça, c'est plutôt ridicule, mais ça fait pas grand mal. Par contre, l'eugénisme négatif, ça va être l'idée d'empêcher de se reproduire des humains dont on pense qu'ils ont des traits génétiques défavorables. Et c'est exactement ce qui se fait aux États-Unis. Suite aux travaux de cette commission, euh, on a la première loi qui est passée en 1924 qui pose un quota de juifs parmi les immigrés qui arrivent aux États-Unis. Et cette idée est vraiment écrite noir sur blanc. On ne veut pas de ces juifs souffreteux qui viennent des ghettos et qui vont affaiblir la race américaine. Donc là, on voit qu'il y a un lien très fort entre l'élevage et en même temps l'eugénisme. Et l'eugénisme, son expression la plus cruelle, c'est évidemment le nazisme. Alors, un autre point important dans la généalogie de ce qu'on peut appeler la Shoah, et en même temps dans la généalogie de l'abattage en masse des animaux, c'est les conséquences de la modernité. La modernité, et là, toute l'école de Francfort, avec notamment Adorno, a beaucoup écrit sur le sujet, et notamment aussi sur ce parallèle, c'est de rechercher l'efficacité avant tout. Et donc on a le développement de ce qu'on peut appeler une industrie de la mise à mort. Donc ça se passe à Chicago. C'est dans les années 1880 à peu près. C'est les Union Stockyards. C'est un endroit où travaillent jusqu'à 30 000 personnes en même temps. Donc c'est vraiment une véritable ville dédiée à l'abattage essentiellement des bœufs. Et il y a là Henry Ford qui visite les abattoirs de Chicago et est émerveillé par le fait qu'il y a une réification absolue des animaux, c'est-à-dire que le bœuf arrive à un endroit, il est mis sur une espèce de tapis roulant, il est abattu, on lui enlève, il est dépecé, il est éviscéré, on le coupe dans tous les sens, etc. Et à la fin, il y a des barquettes de viande qui sortent. Et Henry Ford reprend cette idée, crée, comme on sait, le modèle T de la célèbre voiture. Et en même temps, Henry Ford est un antisémite notoire. Il publie en 1920 Le Juif international, qui est très largement diffusé en Europe et qui a une grande influence sur les futurs nazis. Si on prend quelqu'un comme Baldur von Schirach, qui était responsable des jeunesses hitlériennes, qui ensuite va être responsable de la déportation des Juifs de Vienne, Baldur von Schirach dira au procès de Nuremberg: je suis devenu nazi en lisant Henry Ford. Henry Ford lui-même avait un portrait dans le bureau de Hitler à Munich. C'est le seul étranger à avoir eu la plus grande décoration du Troisième Reich. Donc là, on voit que historiquement, que ça nous plaise ou non, qu'on accepte ou pas ce parallèle, il y a des imbrications qui sont très fortes dans l'histoire. C'est quelque chose qui se retrouve aussi dans la technique. Il y a le tatouage, il y a le gaz. Les cochons aujourd'hui sont étourdis avec du dioxyde de carbone. Les juifs étaient tués avec du zyklon B. Il y a cette idée aussi de feinte. Les animaux, tout est fait pour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils arrivent tout de suite à l'abattoir. Les juifs, on leur disait, vous allez avoir un morceau de savon, vous allez passer aux douches. Donc on voit des techniques qui sont indiscutablement semblables. Et tout ceci, donc que ce soit la généalogie ou les aspects plus techniques, nous invite à nous interroger sur la validité ou pas de ce parallèle et puis évidemment les limites que j'ai dites. Oui, parce qu'au-delà de ces considérations historiques-là, qui montrent qu'il y a effectivement une circulation des idées dans la conception des abattoirs, puis des usines Fordistes, puis des camps de concentration, je me demande si il y a plutôt une vertu heuristique malgré tout d'utiliser cette analogie-là pour briser l'emprise des biais spécistes, ou si c'est pas finalement contre-productif parce que ça peut participer à une forme d'instrumentalisation de traumas qui ont encore des conséquences aujourd'hui sur beaucoup de personnes qui sont d'ascendance juive en fait. Alors, juste une petite remarque, je pense que c'est important de différencier les camps de concentration et les centres d'extermination.
Les camps de concentration, c'était des camps de travaux forcés où on mourait d'épuisement, mais on mourait pas systématiquement. Alors que le parallèle qui est fait ici, c'est vraiment entre les abattoirs et les centres d'extermination, qui ne sont pas des camps, c'est-à-dire qu'ils sont construits dans le dur et sur cette distinction aujourd'hui. Voilà, à Auschwitz, par exemple, on avait un camp de concentration et un centre d'extermination qui est justement un traitement industriel de la mise à mort. Cette petite remarque étant faite, je pense que ce parallèle a un grand pouvoir. Seulement, il faut au moins se donner quelques minutes pour l'exposer. On ne peut pas, si quelqu'un va dire ah, tu manges de la viande, t'es comme les nazis qui tuaient les juifs, là oui, je pense que ça va être très contre-productif parce que la personne qui reçoit ça ne peut pas l'entendre, ne peut pas le comprendre puisque c'est le mal absolu d'être nazi. On ne peut pas dire à quelqu'un t'es comme les nazis, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment aborder ce parallèle de façon très posée et il peut avoir sa pertinence. Il a d'autant plus de pertinence que le principal historien qui a écrit un livre sur ce parallèle, c'est Charles Patterson, qui a écrit Un éternel Treblinka. Lui-même est juif, a eu de la famille qui est morte dans les camps. Il se réfère lui-même à une citation de Isaac Bashevis Singer, prix Nobel littérature yiddish. Et Isaac Bashevis Singer écrit justement dans une pièce de théâtre. Il fait parler une souris, décrit une amitié entre un homme et une souris, et cette souris décède. Et l'homme dit mais pour vous les animaux c'est un éternel Treblinka ce que vous vivez. Donc je pense que si on prend en compte le fait que ce sont des personnalités juives, même des activistes comme Gary Yourofsky, qui reprennent ce parallèle. On ne peut pas d'un revers de la main les taxer d'antisémitisme, dire c'est inadmissible, etc. Ensuite, s'il y a des gens effectivement qui sont heurtés par ce parallèle, bon, bah, faut pas trop insister.